Aujourd'hui, Exploration Planète part à la recherche de mondes disparus. Suivons d'abord Éric Buffetot à travers la forêt thaïlandaise où cet archéologue de terrain recense et étudie depuis plus de 20 ans les fossiles de nouvelles espèces de dinosaures. Province de Kalasine, nord-est de la Thaïlande. On a trouvé ici des milliers d'ossements de dinosaures. Pour les villageois de cette région, ces animaux aujourd'hui disparus sont un véritable symbole. Un symbole de longévité qu'ils fêtent tous les ans au milieu de l'hiver. Après avoir régné sur la Terre pendant 165 millions d'années, les dinosaures se sont mystérieusement éteints. Reconstituer leur histoire et surtout leur arbre généalogique, c'est la passion de générations de paléontologues. Depuis 1980, une équipe de scientifiques parcourt des milliers de kilomètres dans la moiteur de la jungle thaïlandaise. Ils traquent les fossiles. Retrouver des fossiles, c'est un peu comme mener une enquête policière. Patiemment, tel un détective, il faut scruter le sol centimètre carré par centimètre carré à la recherche d'indices presque invisibles. Ce qui échappe au simple marcheur, Éric Buffetot, lui, le voit immédiatement. Ce paléontologue français entame sa 20e campagne de fouilles en Thaïlande. Ces argiles multicolores qui sont très découpées par l'érosion, elles contiennent des restes d'animaux qui datent d'à peu près 150 millions d'années, c'est-à-dire la fin du Jurassique, ce qui correspond à peu près au milieu de l'histoire des dinosaures. Ce qu'on récolte, ce sont les morceaux d'os et, quand on a de la chance, les dents que l'érosion naturelle fait apparaître à la surface du sol après la saison des pluies. Découvrir une nouvelle espèce, ça commence souvent par découvrir un petit rien, une sorte de caillou d'un aspect et d'une couleur différente. Un refuge dans la forêt de Wat Het. Alors on est à peu près ici. Sahatsakan. Au cours de cette halte, un garde forestier signale par radio que des villageois ont remarqué d'étranges traces dans la pierre. Il s'agit peut-être d'empreintes de dinosaures. On va voir ce qui nous est signalé pour vérifier ce que c'est. Quelquefois, on a des mauvaises surprises parce que les gens ont cru avoir trouvé des fossiles intéressants et en fait, ce ne sont pas des fossiles. Après plusieurs heures de marche dans ces collines, les traces sont enfin localisées. L'observation commence. Il y a 4 doigts alors. Pas très clair, parce qu'on a des dépressions dans la roche qui ressemblent un peu à des empreintes, mais le nombre de doigts n'est pas tout à fait clair. Et il se peut très bien que ce soit complètement accidentel, que ce ne soit pas du tout des empreintes de dinosaures. C'est pas très convaincant en fait. Les paléontologues auront plus de chance sur un autre site. Bien marquées dans la pierre, les empreintes de ces 3 doigts sont la marque caractéristique d'un dinosaure carnivore.
On peut estimer la taille de l'animal, en gros, d'après la longueur de ses pieds. Et puis aussi, ce qui est peut-être plus intéressant encore, on peut estimer la vitesse à laquelle il se déplaçait. Alors pour ça, il faut mesurer non seulement la longueur du pied de l'animal, mais aussi la longueur de ses enjambées. On va prendre d'abord les dimensions de chaque empreinte, et puis après on fera les longueurs des pas. Inscrites dans la roche depuis plus de 100 millions d'années et souvent très rares, les empreintes sont pourtant une source d'informations limitée pour les paléontologues. Ça donne des idées assez précises sur le type d'organisation sociale éventuelle qu'il y avait, parce que quelquefois on trouve des empreintes de dinosaures qui ont été faites par des troupeaux ou des groupes, donc qui montrent que c'était des animaux qui ne vivaient pas en solitaire. Ou inversement, on peut trouver des empreintes d'un seul animal. Avec ces empreintes, on va pouvoir dire bon, c'est un gros dinosaure carnivore, mais on ne pourra pas dire précisément de quelle espèce il s'agit. Alors que si on a ces ossements, on pourra aller beaucoup plus loin dans la détermination. Mais ces ossements, encore faut-il les trouver, car il est impossible de découvrir au même endroit des os et des empreintes. Ils ne se conservent pas dans le même type de sol. Sur cette colline de granit, Éric Buffetot espère trouver des restes de dinosaures sauropodes. Et là-bas, à mon avis, à la table de Stégo. Oui. Les dinosaures sauropodes sont les plus gros dinosaures, ce sont un peu les dinosaures classiques auxquels on pense quand on pense dinosaures. Ah, yes, it's here. Des animaux avec un très long cou, une toute petite tête, une très longue queue aussi, puis des membres en piliers, un peu qui ressemblaient aux membres d'un éléphant en fait. Ce fossile est peut-être une vertèbre, mais le diagnostic est difficile à établir. La solution, consulter la Bible des fossiles. On peut essayer déjà de la comparer avec des illustrations de vertèbres de dinosaures. Bon, ça peut effectivement ressembler à une vertèbre de ce style. Il reste une grande part d'incertitude tant que le fossile n'est pas vraiment préparé, parce que toutes les vertèbres ont des choses en commun. Bon, le centre vertébral arrondi, ça n'a rien de très caractéristique. Mais là, on n'a pas d'idée de la longueur de cette vertèbre, des détails de ces apophyses, toutes ces choses qui permettraient de l'identifier avec précision. Dans cette traque aux fossiles, le hasard vient parfois au secours du paléontologue. Au milieu des rizières, près du petit village de Sahat-Sakan, se trouve un temple bouddhiste qui abrite plusieurs dizaines de moines. En 1995, les moines décident de construire un nouveau temple. Pendant les travaux, ils trouvent des eaux qui affleurent au flanc d'une colline. Sans le savoir, ils découvrent un gisement d'une richesse extraordinaire, des squelettes de grands herbivores très bien conservés. Cette découverte met au jour une nouvelle espèce baptisée Puvangiosaurus sirindornae, en hommage à la fille du roi de Thaïlande. Encore plus rare, l'un des squelettes est même resté entier comme figé au moment de sa mort dans son enveloppe de terre et de roches. Ce qu'on voit bien ici, c'est d'abord la colonne vertébrale de l'animal. Ici, vous voyez les vertèbres du dos, la cage thoracique avec les côtes de part et d'autre. Ensuite, on arrive au niveau du bassin qui se trouve là. Après commence la queue qui est recourbée sur elle-même, qui repasse par-dessus le dos de l'animal et qui se poursuit jusqu'à son extrémité là-bas. Avec les mêmes gestes et la même patience, le squelette est méthodiquement mesuré. Selon les premières estimations, l'animal mesurait 10 mètres de haut et devait peser 20 tonnes. Au-delà de ces mensurations, le fossile délivre aussi d'autres informations. Ces spécimens de Thaïlande sont intéressants parce qu'ils datent du début du Crétacé, ils ont peut-être 120 à 130 millions d'années, et on ne savait pas très bien ce qui était arrivé aux sauropodes en Asie à cette époque. Donc ces sauropodes de Thaïlande vont nous permettre de beaucoup mieux comprendre ce qui s'est passé à une époque assez cruciale de l'histoire de ce groupe d'animaux.
Et pour mieux comprendre cette histoire, Éric Buffetot étudie les conditions d'enfouissement de l'animal et celles de sa mort. Ses outils, une carte détaillée du site, du flair et de l'expérience. Ce sont probablement des cadavres qui ont été emportés par une crue qui les a déposés à la surface d'une plaine, donc lors d'une inondation. Alors, la grande question, c'est pourquoi est-ce que certains sont restés à peu près entiers, pourquoi est-ce que d'autres, au contraire, sont complètement désarticulés et éparpillés. Alors, ça peut être dû à plusieurs causes. Une des causes possibles, c'est des mouvements de l'eau qui ont davantage affecté certains des squelettes, une fois que les chairs s'étaient décomposées et que les os étaient à la surface. Mon impression, étant donné l'état de certains de ces squelettes, c'est plutôt que des carnivores sont venus après, une fois que les animaux étaient morts, et se sont nourris des cadavres. Les os comportent peut-être des traces de morsure. Pour en être sûr, il faut les dégager de leur enveloppe de pierre. D'abord enquêteur, le paléontologue devient chirurgien. Comme s'il réduisait une fracture, il plâtre méthodiquement l'os qu'il va extraire du site. But de l'opération, éviter qu'il ne se brise pendant son transport. Puis il devient terrassier. Après quelques coups de burin bien placés, l'os est enfin libéré. Direction la station de terrain. C'est dans ce bâtiment que sont gardées toutes les découvertes qu'Éric Buffetot a faites en Thaïlande. Voici par exemple une mâchoire complète de dinosaures herbivores. Des vertèbres et des bassins de plusieurs dizaines de kilos. Il y a même des fossiles beaucoup plus rares. C'est le bassin, composé de 3 os, et une partie de la colonne vertébrale d'un dinosaure carnivore qui est considéré comme le plus ancien tyrannosaure, qui date d'environ peut-être 120 millions d'années, et qui est beaucoup plus ancien que tout ce que l'on connaissait comme tyrannosaure jusqu'à maintenant. Et c'est une des choses plus intéressantes qu'on ait découvertes jusqu'à maintenant en Thaïlande. Pour savoir si une nouvelle espèce a été découverte, Éric Buffetot et son collègue thaïlandais ont de nouveaux recours à des ouvrages de référence. Comme cet annuaire de fossiles qui répertorie les 700 espèces de dinosaures découvertes à ce jour. Revenons à notre os car l'enquête continue. Une fois propre, ce fémur sera ausculté sous toutes les coutures. Le but n'est pas de rajouter un fossile de plus à la collection, mais de cerner certains aspects de la vie de l'animal. Un os, ça contient bien des secrets. Si on voit des anneaux concentriques, un peu comme dans un arbre que l'on scie, c'est considéré comme indiquant un animal dont la température était variable en fonction de son environnement, comme un reptile actuel, comme un crocodile. Si au contraire on ne voit pas ces anneaux de croissance, ça montre un animal qui avait une température plus constante et qui pouvait grandir de façon continue parce qu'il n'était pas assujetti de la même façon au changement de son environnement. Bien sûr, ce ne sont là que des hypothèses. Comment communiquaient les dinosaures? Quelle était la couleur de leur peau? On ne le saura sans doute jamais. Pourtant, le paléontologue arrive quand même à faire revivre des animaux qu'il n'a jamais vus et à recréer leur monde disparu. Si on n'a pas d'imagination ou si volontairement on la réprime, bon, finalement on se cantonne à décrire des os, à décrire des squelettes, et puis ça s'arrêtera dans ce qui n'est pas forcément le stade ultime de la recherche paléontologique. Le stade ultime, trouver bien sûr de nouvelles espèces. Dans ces collines, des fossiles qui dorment depuis des millions d'années attendent d'être découverts par les paléontologues. Retournons en France, près de Creil, où se trouve un véritable trésor. De l'ambre ayant emprisonné il y a 54 millions d'années des milliers d'insectes. Paris, direction plein nord.
50 km d'autoroute, et nous voilà dans la vallée de l'Oise, aux environs de Creil, transportés des millions d'années en arrière. Dans une carrière, un véritable trésor pour les paléontologues, un gisement d'ambre exceptionnel. Cette résine fossile, dure et transparente, a piégé des milliers d'insectes il y a 54 millions d'années. Véritable fenêtre ouverte sur l'histoire de la vie sur notre planète, ce gisement permettra peut-être d'expliquer l'énorme extinction animale, celle des dinosaures notamment, survenue 10 millions d'années auparavant. À cette époque, le continent nord-américain et l'Europe étaient encore proches, presque soudés. À la place de la vallée de l'Oise, un énorme fleuve coulait et se terminait en un immense delta. Il y a 53 millions d'années, cet orage il aurait été tropical. Puisqu'en fait, ici, comme les fossiles qu'on retrouve ici le prouvent, le climat était chaud et humide. On avait une vaste forêt qui était en bordure du fleuve, avec des essences végétales tropicales, luxuriantes, des grands arbres, des essences exotiques. On avait également dans le fleuve des crocodiles, des tortues assez grosses. Enfin, toute une faune et une flore qui vit à l'heure actuelle dans des pays chauds. Gaël de Ploeg est un jeune paléontologue amateur, originaire de Creil. Enfant, il arpente le bassin Picard à la recherche de fossiles et d'ossements. De plus en plus avide de connaissances sur les espèces ayant peuplé la planète, il se plonge plus tard dans les ouvrages de référence, hante les bibliothèques et effectue des visites de plus en plus fréquentes au muséum. Mais ses prospections en Picardie continuent. Et au fil du temps, Gaël se constitue une importante collection de fossiles qu'il conserve jalousement. Aujourd'hui, il est devenu un excellent chercheur de terrain. Il a acquis dans les livres une connaissance qui lui permet de déterminer à l'avance si un site, une région, sont susceptibles de recéler des fossiles intéressants. Son rêve, comme tout paléontologue, découvrir un jour un gisement de fossiles exceptionnel. En 1996, Gaël tombe dans une bibliothèque sur un livre, vieux de plus d'un siècle, qui décrit avec une assez bonne précision un site paléontologique. Pour Gaël, une sérieuse piste à suivre. Car il trouve dans cette lecture la confirmation d'une de ses intuitions. De par sa structure géologique, la plaine de l'Oise recèle forcément des trésors fossiles. Il se rend sur un des sites décrits. À la place de l'ancienne carrière citée dans le livre, il ne trouve qu'une prairie verdoyante et des bois. Mais il ne se décourage pas. Il continue sa recherche et quadrille des jours durant une centaine de kilomètres carrés en examinant chaque détail du sol, convaincu que son intuition est la bonne. Plus tard, Gaël trouve une vaste étendue d'eau, une carrière inondée par la nappe phréatique de l'Oise. Rien encore, mais il sent qu'il approche du but. Enfin, la récompense de ces années de recherche est là, sous ses pieds. À première vue, rien d'extraordinaire. Une immense étendue noirâtre, des couches de lignite, en fait du charbon fossile, qui provient de la décomposition de végétaux sur des millions d'années. Gaël se plonge dans l'examen du site, et très vite, il trouve une écaille de tortue, une dent de crocodile et un morceau d'ambre qu'il prend tout d'abord pour du plastique jaune. Il travaille seul, dans la boue, pendant près de 6 mois, ramassant, nettoyant les morceaux d'ambre mêlés aux lignites qu'il découpe et polit avec les moyens du bord. Un jour, Gaël revient sur le site pour continuer ses recherches. Panique. La carrière est inondée. Voyant l'eau monter, je me suis dit faut que je fasse quelque chose, comme je savais que ni les propriétaires ni les carriers n'étaient réceptifs. J'ai essayé de trouver des alliés et ces alliés, je les ai trouvés au muséum. Alors ça n'a pas été facile. Au début, il m'a fallu une trentaine de coups de fil avant que je trouve quelqu'un de réceptif.
Ce soutien arrive en la personne d'André Nel, du muséum, entomologiste, c'est-à-dire spécialiste des insectes. Lorsque j'ai rencontré Gaël, j'ai commencé par ne pas le croire d'ailleurs. Il a fallu qu'il me mène sur le site. Là, on a découvert quelques morceaux d'ambre, ce qui m'a confirmé qu'effectivement, il ne me racontait pas des bêtises. Et alors à ce moment-là, il se trouvait que je cherchais de l'ambre en France. Je savais qu'il y avait eu de l'ambre signalé il y a très longtemps, il y a un siècle, sur notre territoire. J'ai tout de suite pensé qu'on avait affaire à quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et on a commencé à faire les démarches auprès de la société Redland à l'époque pour pouvoir fouiller. Heureusement, un accord est assez vite trouvé avec les ciments Lafarge. Le pompage de l'eau reprend rapidement. Gaël et André Nel se plongent alors dans un examen plus approfondi du site. Armés de pelles et de tamis, et parfois aidés de bulldozers, les deux hommes remontent le temps, creusent dans les couches de sédiments jusqu'à 3 mètres de profondeur et extraient l'ambre qu'il faut ensuite rincer et tamiser. Et on voit bien ici les deux grands types d'ambre. On peut trouver les plus gros morceaux que l'on trouve ici dans cette taille-là. C'est déjà assez consistant. Mais ça, ce sont des coulées, ce sont des morceaux d'ambre qui se sont formés à l'intérieur des troncs d'arbres. Donc pas fossilifères. Et donc en fait peu passionnant, peu intéressant pour la recherche. Par contre, les objets de ce type-là sont beaucoup plus intéressants parce qu'il s'agit de coulures, de résines qui sont descendues à l'air libre d'une branche ou du tronc et qui ont piégé évidemment des insectes là puisque la résine était dehors et les insectes ont été attirés par cette résine et se sont englués. Tout proche du gisement d'ambre, Gaël vient de découvrir dans une autre partie du delta un site qui permet de confirmer les hypothèses soulevées par la découverte de l'ambre. Le bone bed, ou lit d'ossement, est comme son nom l'indique une parcelle de terrain où le fort courant du fleuve a déposé des squelettes d'animaux, crocodiles, rongeurs et autres petits mammifères. Ici, on est dans une autre partie du chenal où on ne trouve pas de l'ambre, contrairement à côté. Ici, on trouve des ossements. Ça s'explique parce que ici, le courant était plus violent et l'ambre qui est très légère n'a pas pu se déposer. Ici, ce qui s'est déposé, ce sont les choses lourdes, comme les ossements, les dents. Donc cette partie-ci du site permet de compléter ce qui a été trouvé à côté, parce que les mammifères sont beaucoup mieux connus que les insectes de l'époque. Là, c'est une jolie vertèbre. Magnifique. Il y a du requin, là. Ce sont justement ces petits os de mammifères qui ont permis de dater le site. La présence des mammifères sur Terre est en effet datée beaucoup plus précisément que celle des insectes par les paléontologues. On ne trouve le plus souvent que des fragments d'os, mais l'étude couplée de ces ossements, parfois microscopiques, avec les insectes emprisonnés dans l'ambre, permet de dater le site de façon quasi certaine. Une fois lavés, tamisés et mis en sac, Gaël rapporte les échantillons au muséum. Pour séparer facilement les morceaux d'ambre des morceaux de lignite, il les plonge dans l'eau salée. Seul l'ambre flotte. Au laboratoire, Gaël examine et trie les échantillons. Seuls ceux qui contiennent un insecte sont précieusement conservés. Mais l'ambre, à l'état brut, apparaît un peu opaque. Pour mieux observer les insectes, Gaël découpe et polit les morceaux choisis. Le but de toutes ces opérations, c'est aussi de conserver le minimum de résine autour de l'insecte fossilisé. Il s'agit d'une étape très périlleuse en raison de la fragilité de l'ambre. André Nel s'occupe de la suite des opérations. Les morceaux d'ambre, une fois dégagés de leur enveloppe de lignite, s'abîment à l'air. Ils sèchent. Il faut donc à tout prix les embaumer pour les conserver de façon parfaite en vue de leur observation future.
car l'étude de tous ces insectes, qui arrivent par milliers du site, s'étalera sur des dizaines d'années. Une fois secs, les fossiles sont photographiés, dessinés, décrits dans leurs moindres détails. Leur analyse, qui ne fait que commencer, permettra aux paléontologues de découvrir de nouvelles espèces d'insectes, d'établir un parallèle avec des espèces plus anciennes ou au contraire avec des espèces actuelles. Alors ça c'est extraordinaire, c'est une petite guêpe qui s'est trouvée prise dans la résine fraîche donc, et qui s'est débattue, qui a été engluée complètement et qui, dans un ultime réflexe de défense, essayait donc de piquer la substance qui l'englobait. Ça, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un pseudoscorpion et ce sont des choses très très rares dans les ambres, même les ambres d'autres âges, d'autres époques. Il y a 54 millions d'années, la vie de ces insectes s'est figée brusquement. Piégés dans la résine coulant des arbres, momifiés instantanément, certains étaient en train de s'entre-dévorer. D'autres étaient en plein accouplement. Tous nous racontent involontairement un instant de leur histoire, qui est aussi l'histoire de la vie sur Terre. Ce ne sera qu'au bout de ce long travail d'inventaire et de comparaison avec des espèces déjà connues que les paléontologues réussiront peut-être à élucider des phénomènes encore mal expliqués aujourd'hui, comme la brutale disparition des dinosaures. Dans les 300 kilos d'ambre qui ont déjà été prélevés par André Nel et Gaël, on a retrouvé 29 des 33 familles d'insectes connues de cette époque. On estime qu'il reste encore 30 tonnes d'ambre sur le site de Creil. L'analyse précise et complète des spécimens déjà récoltés ne sera sans doute pas terminée du vivant de Gaël. Le futur, c'est très très simple. Je vais collecter un maximum d'insectes et les préparer. Je sais que j'ai trouvé un site qui offre tellement de travail que je pourrais y travailler toute ma vie et même plusieurs autres. Bon, j'espère que je vais pouvoir travailler dessus et qu'il y aurait un poste éventuellement fait pour ça.